L'argent est trop serré, pas de Noël cette année, m'ont écrit mes parents. J'ai répondu, je comprends. Mais 3 jours plus tard, j'ai vu leurs photos, des cadeaux de luxe, du champagne et des sourires éclatants avec la famille de ma sœur. J'ai commenté, l'argent est serré? Virement automatique annulé dès demain. 15 minutes plus tard, le poste a disparu et mon téléphone a sonné 32 fois. Ces 8 mots, reçus par SMS, ont brillé sur l'écran de mon téléphone comme une sentence glaciale. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu », juste ce constat brutal, enrobé d'une fausse inquiétude. J'ai relu le message 3 fois. À chaque lecture, je sentais quelque chose se briser un peu plus en moi, non pas la surprise, mais cette vieille et familière déception qui me rongeait les os depuis l'enfance. Je m'appelle Héloïse, j'ai 33 ans, et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai joué le rôle de la fille parfaite, celle qui répare les pots cassés avant même qu'ils ne touchent le sol. Quand ce message est arrivé, j'étais encore au bureau, entourée de plans d'architectes et d'échantillons de pierre, alors que dehors, Paris s'illuminait déjà pour les fêtes. J'ai soupiré, une buée légère se formant devant mes lèvres dans le bureau mal chauffé. Je me suis dit que c'était normal. L'inflation, le coût de l'énergie. Mes parents avaient toujours eu du mal à gérer leur budget. Alors, comme un automate programmé pour la soumission, j'ai répondu avec la même douceur que d'habitude, pas de souci. Je comprends. Mais au fond, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment, après tout ce que j'avais fait, nous en étions encore là. Avant de vous raconter comment une simple photo a déclenché la guerre familiale la plus brutale de ma vie, j'aimerais savoir qui m'écoute en ce moment. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul face à l'écran, c'est déjà un début de réconfort. J'ai posé mon téléphone, mais l'inquiétude me rongeait. Je me suis connectée à mon application bancaire. Le virement permanent de 800 € intitulé « Aide loyer par an » était bien parti le 1er du mois, comme c'était le cas depuis 7 ans. 7 ans. Faites le calcul. C'est le prix d'une liberté que je n'ai jamais eue. J'ai regardé le solde de mon compte courant fondre, pensant aux économies que je devrais encore rogner pour payer mes propres factures. Mon mari, Tanguy, est venu me chercher ce soir-là. Dans la voiture, il a remarqué mon silence. « Encore eux ?» a-t-il demandé, sans même avoir besoin de préciser le sujet. « Ils annulent Noël », ai-je murmuré en regardant la pluie battre contre la vitre passager. « Ils disent qu'ils n'ont plus d'argent. » Tanguy a serré le volant, ses jointures blanchissant sous la tension. Il est ingénieur en structure, un homme de logique et de solidité. Il n'a jamais compris pourquoi je laissais mes fondations être sapées par des gens qui étaient censés me soutenir. Héloïse, tu leur as versé 800 € il y a 2 semaines. Et tu leur as envoyé 200 € supplémentaires pour l'anniversaire de ton père. Où va cet argent? Tu sais bien que la maison est une passoire thermique, ai-je défendu faiblement, répétant les excuses que ma mère me servait depuis des années. Et les médicaments de papa ne sont pas tous remboursés. Tanguy n'a rien répondu. Il a juste monté le volume de la radio pour couvrir le silence lourd qui s'installait entre nous. Il savait que je n'étais pas prête à entendre la vérité. Pas encore. Ce soir-là, allongé dans le noir, j'ai pris une décision. Malgré l'annulation, malgré le ton sec du message, je ne pouvais pas les laisser sans rien. C'était plus fort que moi. Cette culpabilité toxique, implantée dans mon cerveau dès mon plus jeune âge, me dictait mes actes. J'ai repris mon téléphone, et j'ai effectué un virement instantané de 200 € supplémentaires avec le libellé, pour un bon repas chaud. Je vous aime. J'imaginais ma mère, Martine, souriant en voyant la notification. J'imaginais mon père, Gilles, peut-être un peu soulagé. Je me berçais de l'illusion que mon argent achetait leur affection, ou du moins, leur sérénité. Je ne savais pas encore que cet argent ne servirait pas à payer le chauffage ou une dinde rôtie. Je ne savais pas que je finançais ma propre humiliation. J'ai dormi d'un sommeil agité, rêvant de chiffres et de factures qui m'étouffaient comme des serpents. Le lendemain matin, aucun message de remerciement. Rien. Juste le silence radio habituel. J'ai mis cela sur le compte de leur honte d'avoir besoin d'aide. Quelle ironie.
Si j'avais su ce qui se préparait, j'aurais annulé ce virement à la seconde même. Mais l'amour filial est parfois un bandeau qu'on serre soi-même sur ses yeux pour ne pas voir le précipice. Et le précipice, je m'apprêtais à tomber dedans, la tête la première. Les jours suivants ont été étrangement calmes, mais c'était le calme avant la tempête, lourd et oppressant. L'annulation de Noël m'avait laissé avec un vide immense, non pas parce que je tenais aux festivités, mais parce que cela me renvoyait violemment à mon passé. Mon esprit est devenu, malgré moi, un musée de la douleur, où chaque souvenir était une pièce à conviction de l'injustice que je subissais. Je me suis souvenu de mes 18 ans. J'avais travaillé tout l'été comme caissière pour me payer mes livres de prépa archi. Le soir de mon anniversaire, je suis rentrée à la maison, épuisée mais pleine d'espoir. Sur la table de la cuisine, il y avait un gâteau industriel au chocolat, encore dans son emballage plastique, avec une étiquette jaune fluo, moins 30% date courte. Pas de bougie. Pas de cadeau. On est un peu juste ce mois-ci, ma chérie, avait dit ma mère en coupant le gâteau sans même me regarder. Tu es grande maintenant, tu comprends, n'est-ce pas? J'avais compris. J'avais souri. J'avais mangé ce gâteau sec qui avait le goût de la poussière. Mais 6 mois plus tard, pour les 16 ans de ma sœur Océane, le scénario avait été radicalement différent. Je suis rentrée ce week-end-là pour trouver un scooter flambant neuf garé dans l'allée. Un Vespa italien, rouge cerise. Océane sautillait autour, hurlant de joie, tandis que mes parents la regardaient avec des yeux brillants d'admiration. Mais, vous aviez dit que l'argent était juste? Avais-je osé demander, la gorge serrée? Mon père s'était tourné vers moi, le visage durcissant instantanément. Océane est plus fragile que toi, Héloïse. Elle a besoin de ce scooter pour se sentir intégrée au lycée. Toi, tu es forte. Tu es débrouillarde. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu es forte. Cette phrase n'était pas un compliment. C'était une condamnation. C'était l'excuse universelle pour me priver de toute attention, d'aide financière, d'amour et tout donner à Océane. Parce que j'étais forte, je devais porter le monde sur mes épaules. Parce qu'Océane était fragile, comprendre, capricieuse, paresseuse et manipulatrice, elle méritait tout sur un plateau d'argent. Ce souvenir a refait surface alors que je préparais le dîner avec Tanguy, 3 jours avant Noël. Il coupait des légumes avec une précision chirurgicale, mais je sentais son regard peser sur moi. « Tu penses à eux, n'est-ce pas » a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête, incapable de parler. « Héloïse, regarde notre appartement » a-t-il continué en désignant notre petit salon modeste mais chaleureux. Nous payons un crédit, nous conduisons une voiture d'occasion qui a 10 ans, nous ne partons pas en vacances aux Seychelles. Et pourtant, tu leur donnes l'équivalent d'un 2e loyer chaque mois. Est-ce que tu penses vraiment que c'est juste? J'ai posé le couteau. Les larmes me montaient aux yeux. Ils ont sacrifié beaucoup pour nous quand on était petits, ai-je récité, comme un mantra appris par cœur. Ils ont sacrifié pour Océane, a corrigé Tanguy, impitoyable mais juste. Toi, tu t'es élevée toute seule. Tu as eu des bourses. Tu as travaillé le soir. Océane? Elle a 30 ans, elle change de travail tous les 6 mois parce que les patrons sont méchants, et elle vit au-dessus de ses moyens pour impressionner des inconnus sur Instagram. Je savais qu'il avait raison. Océane était l'enfant doré, la Golden Child. Moi, j'étais le bouc émissaire, la vache à lait, l'enfant invisible sauf quand il fallait payer la facture. La différence entre ma vie et celle de ma sœur était une farce cruelle. Je portais des manteaux que je gardais 5 ans. Océane changeait de garde-robe à chaque saison. Je calculais le prix au kilo au supermarché. Océane postait des photos de brunch à 25 € l'assiette. Et pourtant, c'était toujours moi qui recevais les appels en pleurs de ma mère. Ta sœur va mal, elle a des dettes, on doit l'aider. Et je payais. Je payais pour acheter la paix. Je payais pour qu'il m'aime un peu, même si c'était un amour transactionnel. Ce soir-là, Tanguy a pris ma main dans la sienne. Je ne te dirai pas quoi faire, Héloïse. C'est ton argent, c'est ta famille. Mais je te demande juste une chose, ouvre les yeux. Arrête de regarder ce que tu veux voir, et regarde ce qui est vraiment là.
Ces mots ont résonné en moi comme un avertissement prophétique. Je ne savais pas encore à quel point j'allais devoir ouvrir les yeux. La réalité s'apprêtait à me frapper avec la violence d'un train de marchandises, et cette fois, il n'y aura plus d'excuses possibles. Le 24 décembre au soir. Le réveillon. Tandis que la France entière s'apprêtait à ouvrir des huîtres et à faire sauter les bouchons de champagne, Tanguy et moi étions assis devant un plateau télé composé de soupe maison et de pain grillé. C'était un choix délibéré, une façon de faire des économies après le virement, de secours, que j'avais envoyé à mes parents. L'ambiance était douce, mais teintée de cette mélancolie grise qui accompagne les fêtes quand on se sent exclu. Pour me changer les idées, j'ai pris mon téléphone. Une mauvaise habitude. Je voulais juste vérifier quelques emails professionnels, une excuse pour ne pas penser à ma famille. Mais mon pouce a glissé, par automatisme, sur l'icône bleue de Facebook. Le fil d'actualité a chargé lentement. Et là, la première image. Celle qui allait tout changer. Ce n'était pas une photo floue prise à la va-vite. C'était une photo posée, parfaitement éclairée, digne d'un magazine. Le lieu, le salon d'Océane. Les personnages, mes parents, Martine et Gilles, encadrant ma sœur Océane et son mari. L'ambiance, l'opulence pure. Mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai zoomé sur l'image, mes doigts tremblant légèrement sur l'écran tactile. Là, au centre de la table, trônait un plateau de fruits de mer gigantesques. Des langoustes. Pas des crevettes, des langoustes. À côté, un bloc de foie gras entier, pas de la mousse de canard bon marché. Et les bouteilles? Je connaissais le prix de ce champagne. C'était du ruinard. Une seule bouteille coûtait plus cher que mes courses de la semaine. Mais le pire, ce n'était pas la nourriture. C'étaient les visages. Mes parents, qui 3 jours plus tôt m'avaient écrit « L'argent est serré », rayonnaient de bonheur. Ils portaient des tenues neuves. Mon père avait une nouvelle montre au poignet. Ma mère portait un chemisier en soie que je ne lui avais jamais vu. Et Océane? Océane tenait fermement un sac à main de marque, un modèle de luxe dont le logo doré scintillait sous les lumières du sapin immense. La légende de la photo, écrite par Océane, était le coup de grâce, le meilleur Noël de tous les temps avec la famille qu'on aime. Merci papa et maman pour ce repas incroyable et pour ce cadeau de folie, le sac de mes rêves. Et pour le voyage au ski la semaine prochaine. On est tellement bénis. #famille d'abord, #Noël de luxe, #gâté pourri. J'ai relu la légende. 1 fois. 2 fois. Voyage au ski. Cadeau de folie. Le monde a cessé de tourner. Les sons de la télévision se sont estompés pour ne laisser place qu'à un bourdonnement sourd dans mes oreilles. C'était le bruit de ma propre stupidité qui s'effondrait. Pendant que je mangeais de la soupe pour économiser, pendant que je me privais de vacances depuis 2 ans pour payer leur loyer, ils utilisaient mon argent non pas pour survivre, mais pour financer le style de vie de princesse de ma sœur. Mon virement de 800 €. Mon virement bonus de 200 €. Tout ça n'avait servi qu'à payer une fraction de ce sac à main ou quelques bouteilles de ce champagne. J'avais financé ma propre exclusion. Ils n'avaient pas annulé Noël par manque d'argent. Ils avaient annulé Noël avec moi. Ils ne voulaient simplement pas que je sois là pour gâcher leur tableau parfait avec ma présence encombrante de « celle qui paie mais qu'on n'aime pas ». Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Une colère froide, métallique, chirurgicale, a remplacé la tristesse. C'était une sensation nouvelle, effrayante mais incroyablement puissante. Tanguy est sorti de la cuisine avec 2 yaourts. Il s'est figé en voyant mon visage. Je devais être pâle comme un linge. Héloïse? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien dit. J'ai juste tourné l'écran du téléphone vers lui. Il a regardé la photo, puis la légende. J'ai vu ses yeux s'écarquiller, puis se plisser de dégoût. Il se fout de ta gueule, a-t-il lâché, sa voix basse et dangereuse. C'est du vol, Héloïse. C'est du vol émotionnel. Il avait raison. Et pour la première fois de ma vie, je n'allais pas laisser passer. J'allais réagir. Pas demain. Pas après avoir calmé mes nerfs. Maintenant. Mes doigts survolaient le clavier virtuel. Habituellement,
J'aurais hésité. J'aurais écrit, effacé, réécrit pour être sûr de ne froisser personne, de rester la fille gentille. Mais la fille gentille était morte à l'instant où elle avait vu ce sac à main de luxe payé avec ses sacrifices. Je ne voulais pas d'une confrontation privée où il pourrait me mentir, me gaslighter, me dire que j'imaginais des choses. Non. Ils avaient affiché leur opulence en public? Alors leur humiliation serait publique. J'ai tapé, chaque lettre frappant l'écran comme un coup de marteau. Ah bon? Je croyais que vous m'aviez écrit « L'argent est serré, pas de Noël cette année il y a 3 jours ». Je vois que l'argent est seulement serré quand il s'agit de moi. C'est drôle, le virement de 800 € que je vous envoie tous les mois pour votre loyer semble avoir financé un très beau sac et du champagne Ruinart. Profitez bien de vos langoustes. Au fait, puisque vous êtes visiblement très à l'aise financièrement pour offrir des vacances au ski, le virement automatique est annulé à partir de demain matin. Joyeux Noël. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Le commentaire s'est affiché juste en dessous des cœurs et des « Quelle belle famille, hypocrite des tantes et cousines ». J'ai posé le téléphone sur la table, face visible. C'est fait, ai-je dit à Tanguy, ma voix tremblant à peine. Tanguy a regardé l'écran, puis moi. Un sourire lent, presque féroce, s'est dessiné sur ses lèvres. Tu as vraiment fait ça? Oui. Je suis fière de toi. Avant de vous raconter la tempête qui a suivi, j'ai une question sérieuse pour vous. Si vous étiez à ma place, après avoir vu cette photo, auriez-vous réagi publiquement comme moi, ou auriez-vous gardé le silence pour protéger la famille? Dites-moi honnêtement ce que vous auriez fait dans les commentaires. Je lis tout. Revenons à ce salon silencieux. Les premières minutes ont été d'un calme irréel. Le commentaire était là, visible par tous les amis de la famille, les collègues d'Océane, les voisins. 1 minute passe. 2 minutes. Soudain, une notification. Un « j'aime » sur mon commentaire. C'était une cousine éloignée, celle qui avait toujours détesté Océane. Puis une autre notification. Un commentaire d'une amie de lycée d'Océane. Attends, c'est vrai ça? Vos parents te demandent de payer leur loyer alors qu'ils achètent du luxe? Et là, l'enfer s'est déchaîné. À la 10e minute, le post a disparu. Skit. Envolé. Océane l'avait supprimé dans la panique. Mais c'était trop tard. Les captures d'écran existent. Internet n'oublie jamais. À la 11e minute, mon téléphone a commencé à vibrer. Maman. Je n'ai pas décroché. Le téléphone s'est tu, puis a recommencé immédiatement. Papa. Je n'ai pas décroché. Puis Océane. Puis encore maman. Puis le téléphone fixe de la maison de mes parents. 32 appels manqués en l'espace de 15 minutes. L'écran s'illuminait comme un stroboscope dans la pénombre de notre salon. C'était fascinant et terrifiant. C'était le son de la panique. Il ne m'appelait pas pour s'excuser. Il m'appelait pour me faire taire. Il m'appelait pour reprendre le contrôle. Un message vocal est arrivé. J'ai mis le haut-parleur pour que Tanguy entende. C'était la voix de ma mère, mais pas la voix douce et plaintive que je connaissais. C'était une voix stridente, déformée par la rage. Héloïse. Tu es devenue folle? Comment as-tu osé nous humilier comme ça devant tout le monde? Supprime ça tout de suite. On a l'air de quoi maintenant? Tu n'es qu'une petite égoïste ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Rappelle-moi immédiatement. Pas un mot sur le mensonge. Pas un mot sur le fait qu'il m'avait exclu. Juste la colère d'avoir été démasqué. Tanguy a pris mon téléphone, a désactivé le son, et l'a retourné face contre table. Ne réponds pas, a-t-il dit fermement. Laisse-les mariner dans leur propre jus. Ce soir, c'est Noël. Et pour la première fois, tu vas passer un Noël sans payer pour être maltraité. J'ai regardé le téléphone inerte. Mon cœur battait à tout rompre, mais c'était un rythme de libération. J'ai pris mon ordinateur portable. Je me suis connecté à ma banque. J'ai trouvé le virement permanent. Supprimer le bénéficiaire définitivement, demandait la fenêtre pop-up. J'ai cliqué sur oui. J'ai senti un poids physique quitter mes épaules,
un poids de 800 € par mois, mais surtout un poids de 30 ans de culpabilité. Mais si je croyais que c'était fini, je me trompais lourdement. Océane n'allait pas se laisser faire. Elle préparait déjà sa contre-attaque, et elle allait utiliser son arme favorite, la victimisation publique. Ce que j'allais découvrir le lendemain matin allait me donner la nausée. Le lendemain matin, le jour de Noël, je me suis réveillée avec une sensation étrange. Pas de gueule de bois due à l'alcool, mais une sorte d'ivresse émotionnelle. J'avais l'impression d'avoir sauté d'un avion sans parachute et de réaliser, contre toute attente, que je savais voler. Tanguy dormait encore. J'ai pris mon téléphone, prête à affronter les retombées radioactives de mon action de la veille. Je m'attendais à des messages d'insultes de mes parents. Il y en avait, bien sûr. Des pavés de texte de mon père me traitant de « honte de la famille ». Mais ce qui a attiré mon attention, c'était une notification Instagram. Océane m'avait bloqué, mais une amie commune m'avait envoyé une capture d'écran de sa « story ». C'était une vidéo. Océane y apparaissait sans maquillage, une rareté, les yeux rouges, la voix tremblotante. Un chef-d'œuvre de mise en scène. Elle parlait face caméra, la voix brisée, je ne voulais pas en parler, mais je suis tellement blessée. Ma propre sœur. Héloïse, elle a décidé de ruiner notre Noël. Elle est jalouse, elle l'a toujours été. Elle ne supporte pas de voir notre famille heureuse. Mes parents sont vieux, ils sont fragiles, et elle utilise son argent pour les contrôler. Elle les fait chanter. Et hier, parce qu'on a voulu se faire un petit plaisir pour oublier nos soucis, elle nous a attaqués publiquement. Je suis dévastée. Si vous avez une famille toxique, vous savez ce que je ressens. J'ai failli lâcher le téléphone. L'inversion des rôles était magistrale. J'étais devenu le bourreau. Elle était la victime. Elle avait omis le mensonge sur l'argent serré. Elle avait omis les 7 années de loyer payé. Elle avait transformé mon cri de douleur en un acte de cruauté gratuite. Et ça marchait. Les « singes volants », Flying Monkey, ces alliés aveugles du narcissique étaient entrés en action. Ma messagerie privée était inondée de messages de tantes, d'oncles et de cousins que je ne voyais jamais. Tante Martine, je suis très déçue de toi, Héloïse. On ne lave pas son linge sale en public. Ta mère est en pleurs. Cousine Julie, c'est dégueulasse ce que t'as fait. T'as plein de fric, pourquoi tu fais ta radine avec tes parents? Oncle Gérard, respecte tes aînés. Tu devrais avoir honte. Chaque message était une petite piqûre de venin. Pendant un instant, le doute m'a envahi. Est-ce que c'était moi? Est-ce que j'étais vraiment la méchante? Tanguy s'est assis à côté de moi, me tendant une tasse de café fumant. Il a vu mon expression défaite et a lu par-dessus mon épaule. Sans dire un mot, il s'est levé et est allé chercher son ordinateur portable. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. « Je te rafraîchis la mémoire », a-t-il répondu sèchement. Il a ouvert un dossier nommé « le dossier noir ». Je ne savais même pas qu'il existait. À l'intérieur, un tableau Excel. Il l'a ouvert. Des centaines de lignes. Date, 12 mars 2018. Événement, ta mère t'appelle pour dire que tu as grossi. Coût, 0 €. Impact, tu as pleuré pendant 2 heures. Date, 4 juin 2019. Événement, ton père te demande 500 € pour une urgence dentaire. Coût, 500 €. Preuve, photo Facebook 2 au restaurant le lendemain. Date, Noël 2021. Événement, Océane reçoit un iPad. Tu reçois une paire de chaussettes. Coût pour toi, le prix du repas, 300 €. Il a fait défiler la liste. 7 ans d'abus, de petites phrases assassines, de demandes d'argent, de négligence. Tout était noté, daté, chiffré. Regarde ça, Héloïse, a dit Tanguy, sa voix tremblante de rage contenue. Ce n'est pas de la jalousie. C'est de l'exploitation. Ils t'ont dressé pour que tu te sentes coupable dès que tu arrêtes de donner. Océane ment. Tes parents mentent. Les chiffres, eux, ne mentent pas. J'ai regardé l'écran à travers mes larmes. C'était la preuve irréfutable que je n'étais pas folle. J'ai pris une grande inspiration.
J'ai essuyé mes joues. Tu as raison. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai répondu à aucun des singes volants. J'ai fait des captures d'écran de tout, la story d'Océane, les insultes de la famille, le tableau Excel de Tanguy. J'ai tout sauvegardé dans un dossier sécurisé. Puis, j'ai bloqué tout le monde. Tante Martine. Cousine Julie. Oncle Gérard. Et bien sûr, papa, maman et Océane. Le silence qui a suivi le blocage massif était assourdissant. Pour la première fois de ma vie, mon téléphone ne pouvait plus me blesser. Et maintenant ? A demandé Tanguy. Maintenant, on vit, ai-je répondu. Mais la paix n'est jamais gratuite quand on a affaire à des gens comme eux. Je pensais que couper les vivres suffirait à les éloigner. Je pensais qu'ils allaient juste bouder et me détester de loin. Je me trompais. Quand on coupe l'approvisionnement d'un parasite, il ne meurt pas tout de suite. Il cherche un autre moyen de se nourrir. Et mes parents, poussés par la cupidité et l'orgueil, allaient commettre l'irréparable. Ce qu'ils allaient faire dépasser le cadre de la mesquinerie familiale pour entrer dans celui du code pénal. Le mois de janvier s'est écoulé dans une brume étrange. C'était un mélange de soulagement intense et d'anxiété latente, comme lorsqu'on marche sur un lac gelé en attendant d'entendre le craquement de la glace. Je n'avais plus de nouvelles directes. Le blocage numérique fonctionnait. Mais les échos me parvenaient. Je savais, par des voisins indiscrets, que l'ambiance chez mes parents était morose. Le voyage au ski avait eu lieu, probablement déjà payé, mais au retour, la réalité financière les avait frappés de plein fouet. Sans mes 800 € mensuels, leur château de cartes commençait à vaciller. Je me concentrais sur mon travail. Je retrouvais le plaisir simple de voir mon compte en banque rester dans le vert à la fin du mois. Avec Tanguy, nous avons commencé à parler de projets d'avenir, peut-être d'un bébé, maintenant que nous n'avions plus ce boulet financier au pied. Un soir de février, mon téléphone fixe a sonné. C'était un numéro masqué. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Héloïse ? C'était ma mère. Sa voix était douce, mielleuse, celle qu'elle prenait quand j'étais petite et que j'étais malade. Cette voix qui, autrefois, me faisait fondre. Maman, ai-je dit froidement. Pourquoi tu appelles en masqué ? Oh, je voulais juste entendre ta voix, ma chérie. Ça fait si longtemps. On s'inquiète pour toi, tu sais. Je n'ai rien dit. J'attendais le « mais ». Il arrive toujours. Écoute, a-t-elle enchaîné, sentant que je ne mordais pas à l'hameçon affectif. On a reçu un courrier de la banque. On est un peu à découvert ce mois-ci. Juste un petit souci de trésorerie passager. Océane a perdu son travail, la pauvre chérie est au fond du trou. La voilà. La vérité. Et ? Ai-je demandé. Et, on se demandait si tu pouvais juste nous dépanner pour cette fois. Juste le loyer. On te remboursera, promis. Papa a très mal au dos avec tout ce stress, maman, ai-je coupé. Océane a un sac à main à 2000 €. Qu'elle le vende sur Vinted. Ça paiera 2 mois de loyer. Un silence glacial à l'autre bout du fil. La douceur a disparu instantanément. Tu es vraiment devenu un monstre, a-t-elle craché. Tu laisserais ta propre sœur dans la misère ? Tu laisserais tes parents à la rue ? Non, maman. C'est vous qui avez choisi ce style de vie. Je ne suis plus votre banque. Ne m'appelle plus jamais pour de l'argent. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas cédé. J'étais fière de moi. J'avais tenu bon. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Une dernière tentative pathétique de manipulation. Je ne savais pas que pendant que je raccrochais, une machine infernale était déjà en marche. 2 semaines plus tard, début mars, je suis rentrée du travail pour trouver une lettre recommandée avec accusé de réception dans ma boîte aux lettres. L'expéditeur était Sofinco, un organisme de crédit à la consommation bien connu en France. J'ai froncé les sourcils. Je n'avais aucun crédit à la consommation. Nous avions notre prêt immobilier, point barre. Tanguy et moi détestions les dettes. J'ai monté les escaliers 4 à 4, le cœur battant. J'ai déchiré l'enveloppe dans la cuisine. Madame,
Sauf erreur ou omission de notre part, nous constatons qu'aucune somme ne nous est parvenue pour le remboursement de votre échéance du 28 février concernant votre prêt personnel numéro 89 473 204. Montant de l'échéance, 450 €. Capital restant dû, 15 000 €. Nous vous mettons en demeure de régulariser cette situation sous 48 heures. J'ai dû m'asseoir. La pièce tournait. 15 000 €. J'ai relu le courrier. Mon nom était correct. Mon ancienne adresse, celle de chez mes parents, que je n'avais pas changée sur certains vieux papiers administratifs, était mentionnée comme adresse de correspondance, mais le courrier de relance avait été redirigé vers mon adresse actuelle grâce à mon suivi de courrier La Poste. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé le service client, les mains moites. Après 10 minutes d'attente insoutenable, une dame à la voix monotone m'a répondu. Bonjour, je reçois une relance pour un crédit que je n'ai jamais contracté. C'est une erreur. Quel est votre numéro de dossier? Je l'ai donné. J'entendais le cliquetis de son clavier. Je vois ici un dossier de prêt travaux, souscrit le 5 janvier. Les fonds ont été débloqués le 10 janvier sur le compte. Elle a énuméré les derniers chiffres d'un IBAN. Ce n'était pas le mien. Madame, ce n'est pas mon compte. Je n'ai rien signé. Le dossier contient une copie de votre carte d'identité, de vos fiches de paie, et le contrat est signé électroniquement et physiquement. Si vous contestez, vous devez porter plainte pour usurpation d'identité. J'ai raccroché, sonné. Le 5 janvier. Juste après que j'ai coupé les vivres. Mes parents avaient une copie de ma carte d'identité et de mes vieilles fiches de paie dans leur dossier administratif que je leur avais laissé gérer quand j'étais étudiante. Ils avaient imité ma signature. Ils avaient contracté un crédit de 15 000 € à mon nom pour combler le trou béant laissé par mon départ. Ils ne m'avaient pas juste trahi. Ils m'avaient volé. Ils avaient commis un crime. Tanguy est rentré à ce moment-là. Il m'a trouvée blanche comme un spectre, la lettre à la main. Quand je lui ai expliqué, je n'ai vu aucune surprise dans ses yeux. Juste une détermination froide et terrifiante. Prends ton manteau, a-t-il dit. On va à la gendarmerie. Maintenant. Le trajet jusqu'à la gendarmerie s'est fait dans un silence de mort. La pluie fouettait le pare-brise, rythmé par le va-et-vient des essuie-glaces, comme un métronome comptant les secondes avant l'explosion finale de ma famille. Dans la salle d'attente, assise sur une chaise en plastique orange vissée au sol, je tremblais. Pas de froid, mais de peur. Porteur plainte contre ses parents. C'est un tabou ultime. C'est contre nature. Une petite voix dans ma tête, la voix de la petite fille qui voulait être aimée, me criait « Ne fais pas ça. Tu vas les détruire. Paie les 15 000 €. Tu peux prendre un crédit toi-même. Ne les envoie pas en prison. » Mais une autre voix, celle de la femme adulte qui avait vu son mari noter scrupuleusement chaque insulte dans un fichier Excel, répondait « Ils t'ont déjà détruite. » C'est de la légitime défense. Un gendarme, un homme d'une 50aine d'années aux yeux fatigués, nous a reçus. Alors, expliquez-moi, a-t-il dit en ouvrant un dossier sur son ordinateur. J'ai posé la lettre de Sofinco sur le bureau. J'ai expliqué les faits. Le crédit non sollicité. L'adresse de mes parents. Le virement sur un compte qui n'était pas le mien. Le gendarme a froncé les sourcils. Vous soupçonnez quelqu'un en particulier? J'ai regardé Tanguy. Il a hoché la tête, un soutien silencieux mais inébranlable. Mes parents, ai-je murmuré. Ils avaient accès à mes documents. Ils ont des problèmes d'argent. Et, l'IBAN bénéficiaire, je suis presque sûr que c'est celui de leur compte joint. Le gendarme a arrêté de taper. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Madame, vous réalisez ce que cela implique? Usurpation d'identité, faux et usage de faux, escroquerie. Si c'est avéré, c'est du pénal. Il y a de la prison à la clé, même avec sursis. Une fois la plainte déposée, le procureur peut décider de poursuivre même si vous voulez retirer votre plainte plus tard. Vous êtes sûr de vouloir faire ça à vos parents? C'était la question à 1 million d'euros. Étais-je sûr? J'ai fermé les yeux. J'ai revu la photo de Noël. Le champagne.
Le sac à main d'Océane. J'ai revu mon père me disant que j'étais forte pour justifier sa négligence. Et maintenant, ce vol. Il ne m'avait pas demandé. Il s'était servi. Il considérait mon identité, mon travail, mon avenir comme leur propriété. Il m'avait objectifié au point de me réduire à une ressource financière qu'on exploite jusqu'à la moelle. J'ai rouvert les yeux. Je suis sûr, monsieur. Je porte plainte. J'ai signé le procès-verbal. Ma signature, la vraie, celle qu'ils avaient grossièrement imitée, s'est inscrite sur le papier blanc. Le bruit du stylo sur le papier m'a semblé être le son le plus fort du monde. C'était le bruit d'un cordon ombilical qu'on coupe à la hache. En sortant du commissariat, je me sentais vide, mais propre. Comme après avoir vomi un poison qui me tuait à petit feu depuis des années. Mais bien sûr, le système judiciaire a ses lenteurs, et les rumeurs vont plus vite que la loi. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était mon père. J'avais débloqué son numéro, sur conseil de mon avocat, pour collecter des preuves éventuelles. J'ai décroché et j'ai activé l'enregistrement d'appel. Allô? Tu as envoyé les flics? A-t-il hurlé. Sa voix était méconnaissable, étranglée par la rage et la peur. Ils nous ont convoqués. Ils ont parlé de garde à vue. Vous avez volé mon identité, papa. Vous avez imité ma signature pour prendre 15 000 €. Tu croyais qu'il allait se passer quoi? C'était un emprunt. On allait rembourser. Océane avait des dettes de carte de crédit, elle ne pouvait plus payer son loyer, elle allait se faire expulser. On a fait ça pour la famille. Pour la famille? Ai-je répété, incrédule. Non, papa. Vous avez fait ça pour Océane. Vous m'avez sacrifié pour elle, encore une fois. Mais cette fois, c'est un crime. Tu es riche. Qu'est-ce que ça te coûte? Tu es sans cœur. Tu veux voir ton père en prison? Tu es une fille indigne. J'ai senti une larme couler sur ma joue, mais ma voix est restée stable. Je ne suis pas riche, papa. Je travaille. Et je ne suis pas indigne. Je suis juste fatiguée d'être votre victime. Explique ça au juge. J'ai raccroché. J'ai sauvegardé l'enregistrement. Il venait d'avouer. C'était fini. Ils étaient piégés. Ce qui a suivi n'a pas été une victoire triomphante avec des confettis. C'était une guerre de tranchées, sale et triste. Mais c'était une guerre que j'étais déterminée à gagner. Car pour la première fois, je ne me battais pas pour leur amour. Je me battais pour ma survie. Et vous, honnêtement, comment auriez-vous réagi à sa place? On veut vraiment lire vos avis dans les commentaires, parce que chaque point de vue compte. Dites-nous aussi de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Et surtout, ne partez pas, l'histoire est encore loin d'être terminée, ce qui arrive ensuite risque de totalement vous retourner. Les semaines qui ont suivi ma plainte ont été marquées par une lenteur bureaucratique exaspérante, ponctuée de moments de tension extrême. L'enquête suivait son cours. Sofinco avait gelé la dette à mon nom en attendant le jugement, ce qui a sauvé mon dossier bancaire d'être fiché à la Banque de France. Mais pour mes parents, l'étau se resserrait. L'analyse graphologique avait confirmé que la signature sur le contrat de prêt n'était pas la mienne. L'argent avait été tracé, versé sur le compte de mes parents, puis immédiatement viré en grande partie sur celui d'Océane, et une autre partie retirée en espèces, probablement pour vivre, ou pour maintenir les apparences. Le jour de la confrontation officielle devant le juge d'instruction est arrivé au printemps. Je ne voulais pas y aller, mais mon avocat m'a dit que c'était nécessaire. Je les ai vus dans le couloir du tribunal. Ils avaient vieilli de 10 ans en 3 mois. Ma mère pleurait silencieusement dans un mouchoir en tissu. Mon père regardait ses chaussures, les épaules voûtées. Océane n'était pas là. Bien sûr. Elle les avait laissés affronter la tempête seule, prétextant une fragilité nerveuse. Quand nos regards se sont croisés, j'ai cherché une trace de remords. Je n'ai vu que du reproche. Dans leurs yeux, je n'étais pas la victime. J'étais celle qui avait trahi le clan. J'étais celle qui avait refusé de jouer le jeu du secret. L'audience a été brève mais brutale. Confrontée aux preuves, au relevé bancaire,
à l'enregistrement téléphonique, leur avocat, commis d'office, n'a pas pu faire grand-chose. Ils ont plaidé coupables, espérant la clémence du tribunal en invoquant la détresse financière et l'âge. Le juge, une femme sévère aux lunettes fines, n'a pas été impressionné. « Monsieur, madame », a-t-elle dit d'une voix cinglante. La précarité n'autorise pas le vol d'identité. Vous avez abusé de la confiance de votre fille. Vous avez mis en péril son avenir financier pour couvrir les dépenses somptuaires d'un autre membre de la famille. C'est moralement et légalement répréhensible. Le verdict est tombé quelques semaines plus tard. Prison avec sursis, 12 mois. Obligation de rembourser intégralement la somme à l'organisme de crédit. Dommages et intérêts à me verser, 5 000 € pour préjudice moral. Et surtout, interdiction bancaire pour 5 ans. C'était une condamnation légère en termes de prison, mais financièrement, c'était une peine de mort pour eux. Ils n'avaient pas 15 000 €. Ils n'avaient plus de crédit possible. Ils s'étaient coincés. La conséquence directe et inévitable a été la mise en vente de leur maison. Cette maison où j'avais grandi, cette maison pour laquelle j'avais payé le loyer pendant 7 ans. La banque a saisi le bien pour couvrir leurs dettes accumulées, car il s'est avéré qu'ils avaient d'autres crédits revolving cachés. Un mois après le verdict, je suis passé en voiture devant la maison. Il y avait un panneau, à vendre, planté dans la pelouse mal tondue. J'ai vu Océane charger des cartons dans sa petite voiture. Elle avait l'air furieuse, jetant des vêtements en vrac sur la banquette arrière. J'ai appris plus tard que son mari l'avait quittée. Il avait découvert l'ampleur de ses mensonges financiers et son implication, morale, sinon légale, dans l'escroquerie contre moi. Sans le filet de sécurité de nos parents, le mariage n'avait pas tenu face à la réalité économique. J'ai garé ma voiture un instant, observant la scène de loin. Je m'attendais à ressentir de la tristesse. Après tout, c'était la fin d'une époque. Mais je n'ai rien ressenti de tel. J'ai ressenti la même chose que lorsqu'on enlève une écharde infectée, une douleur vive sur le moment, suivie d'un immense soulagement. La maison était le symbole de leur dysfonctionnement. Qu'elle soit vendue était la conclusion logique de leur vie de mensonge. J'ai redémarré la voiture et je suis parti sans me retourner. J'avais une vie à construire, une vraie. L'été est arrivé, apportant avec lui une chaleur réparatrice. Tanguy et moi avions finalement commencé les travaux dans notre appartement, ceux que nous repoussions depuis des années faute de budget. Chaque coup de pinceau sur les murs était une affirmation de notre liberté retrouvée. Et puis, la nouvelle la plus merveilleuse est tombée, j'étais enceinte. C'était comme si mon corps avait attendu que mon esprit soit libéré du stress toxique de ma famille pour enfin autoriser la vie à s'installer. Nous étions sur un petit nuage. Nous préparions la chambre de bébé, choisissions des prénoms, achetions des petits bodys minuscules. Je n'avais plus aucune nouvelle de mes parents. Je savais qu'ils avaient déménagé dans un petit appartement en location dans une banlieue moins cotée, vivant de leur petite retraite amputée par les remboursements de dettes. Mais le passé a toujours une façon de frapper à la porte quand on s'y attend le moins. C'était un dimanche matin de septembre. Il pleuvait doucement. On a sonné à l'interphone. Tanguy a regardé l'écran vidéo. Son visage s'est durci. C'est eux. Qui? Tes parents. Mon cœur a raté un battement. Ils avaient trouvé notre nouvelle adresse. N'ouvre pas, a dit Tanguy. Je me suis approché de l'écran. Je les ai vus. Ils avaient l'air pitoyables. Ma mère tenait un petit paquet cadeau mal emballé. Mon père s'appuyait lourdement sur une canne. Il ressemblait à 2 fantômes égarés sous la pluie. Une vague de pitié m'a traversé. C'étaient mes parents. Ils étaient vieux. Ils avaient tout perdu. Et j'allais avoir un bébé. Est-ce que ce n'était pas le moment de pardonner? Le moment de la réconciliation? N'est-ce pas comme ça que finissent les films? J'ai appuyé sur le bouton « Parler » de l'interphone, sans déverrouiller la porte. Qu'est-ce que vous faites là? Ils ont sursauté en entendant ma voix sortir du haut-parleur métallique. Héloïse, c'est maman. Ouvre-nous, s'il te plaît. Il pleut. On veut juste parler. On a su pour le bébé, a ajouté mon père, sa voix cassée. On a apporté un petit quelque chose.
C'est notre premier petit enfant. J'ai regardé mon ventre arrondi. J'ai pensé à mon enfant qui grandissait à l'intérieur. Est-ce que je voulais que mon enfant connaisse ses grands-parents? J'ai repensé au gâteau d'anniversaire du supermarché. Au scooter d'Océane. À la photo de Noël avec le champagne ruinard. À la lettre de Sofinco. À l'accusation devant la police. Est-ce que ces gens avaient changé? Non. Ils étaient juste désespérés. Ils avaient perdu leur Golden Child, Océane ne leur parlait plus depuis qu'ils n'avaient plus d'argent, alors ils revenaient vers le bouc émissaire, parce que j'avais à nouveau quelque chose qu'ils voulaient, l'accès à un petit enfant, une nouvelle source de validation narcissique, peut-être même une aide financière future au nom du bébé. Si je les laissais entrer, je laissais entrer le poison. Ils commenceraient doucement, puis les critiques reviendraient, les comparaisons, les demandes d'argent, la culpabilisation. Et ils feraient subir la même chose à mon enfant. Ils créeraient des préférences. Ils le manipuleraient. J'ai pris la main de Tanguy. Il m'a serré fort. J'ai appuyé sur le bouton une dernière fois. Non. Un silence stupéfait en bas. Héloïse? Tu ne peux pas faire ça. On est ta famille. A pleuré ma mère. Ma famille est ici, dans cet appartement, ai-je répondu fermement. Vous avez perdu le droit de faire partie de ma vie le jour où vous avez volé ma signature. Gardez votre cadeau. Je ne veux pas que mon enfant vous connaisse. Partez, ou j'appelle la police pour harcèlement. J'ai relâché le bouton. L'écran s'est éteint. Je les ai regardés par la fenêtre du salon, cachés derrière le rideau. Ils sont restés là 5 minutes, sous la pluie, incrédules. Ils n'arrivaient pas à croire que leur emprise avait totalement disparu. Que la culpabilité ne fonctionnait plus. Finalement, ils ont tourné les talons et sont partis, courbés, vaincus. J'ai pleuré, oui. J'ai pleuré la mort de l'espoir. L'espoir d'avoir un jour des parents normaux. Mais c'étaient des larmes de deuil nécessaires. J'enterrais définitivement mes illusions pour protéger ma réalité. 6 mois après cette visite manquée, j'ai accouché d'un petit garçon magnifique, Léo. L'arrivée de Léo a fini de sceller mes convictions. En le tenant dans mes bras, si petit, si vulnérable, j'ai ressenti un instinct de protection féroce. Je me suis promis qu'il ne douterait jamais de sa valeur. Qu'il ne serait jamais le plan B de qui que ce soit. Qu'il ne penserait jamais qu'il doit acheter l'amour par des sacrifices. La vie a repris son cours, une vie paisible, ennuyeuse, au meilleur sens du terme. Nous avons appris par des connaissances communes la suite de la dégringolade de mes parents et d'Océane. C'est triste, mais c'est la conséquence mathématique de leur choix. Mes parents vivent désormais dans un HLM, habitation à loyer modéré. Ils sont isolés. La famille élargie, qui avait d'abord pris leur parti, a fini par s'éloigner quand la vérité sur le procès et l'usurpation d'identité a éclaté. Personne n'aime être associé à des escrocs, même familiaux. Ils passent leur temps à ruminer leur amertume, racontant à qui veut l'entendre que leur fille ingrate les a dépouillés, mais plus personne ne les écoute vraiment. Quant à Océane, la chute a été encore plus vertigineuse. Sans le soutien financier de mes parents, sans mari pour payer ses caprices, elle a dû faire face à la réalité du marché du travail. Elle travaille maintenant comme caissière dans une grande surface. Ironie du sort, c'est le genre de travail qu'elle méprisait ouvertement, se moquant souvent des gens sans ambition. J'ai entendu dire qu'elle essayait de devenir influenceuse sur TikTok en racontant son histoire de survivante de traumatisme familial, mais sans grand succès. Elle n'a toujours pas compris que le problème, c'était elle. De mon côté, j'ai fait le calcul final. J'ai ouvert le fameux fichier Excel de Tanguy une dernière fois avant de l'archiver. En 7 ans, j'avais versé 67 200 € de loyer. Plus les aides ponctuelles, les cadeaux, les courses payées. Le total approchait les 80 000 €. 80 000 €. C'est le prix d'un petit studio en province. C'est le prix de longues études pour Léo. C'est une somme vertigineuse. J'ai fermé le fichier. Je ne récupérerai jamais cet argent. C'est le prix de ma leçon de vie. Une leçon très chère, certes, mais qui m'a acheté quelque chose d'inestimable, la clarté. Aujourd'hui, quand je regarde mon compte en banque,
je ne vois plus un puits sans fond. Je vois de la sécurité pour mon fils. Tanguy et moi organisons nos propres Noëls. Il n'y a pas de champagne ruinard à 100 € la bouteille. Il n'y a pas de sac à main de luxe. Il y a des rires, des jeux de société, de la bonne nourriture faite maison, et surtout, une absence totale de tension. On ne marche pas sur des œufs. On ne calcule pas chaque mot. On est juste, bien. Parfois, la nuit, je me demande si j'ai été trop dur. Si j'aurais dû ouvrir cette porte sous la pluie. Puis je regarde Léo dormir paisiblement. Et je sais que j'ai fait le seul choix possible. On ne peut pas sauver quelqu'un qui est déterminé à vous noyer pour se maintenir à flot. On ne peut que couper la corde et nager vers la rive. J'ai transformé ma douleur en force. J'ai transformé ma colère en limite saine. Je ne suis plus la fille qui paie. Je suis la femme qui protège. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre manuscrite. Pas de mes parents, mais d'Océane. L'écriture était hâtive, nerveuse. Elle écrivait, « Héloïse, je sais qu'on ne se parle plus. Je voulais juste te dire que la vie est dure pour moi. Je suis seule. Maman et papa sont devenus impossibles à vivre, ils sont aigris. Je me rends compte maintenant que c'était toi qui tenais tout à bout de bras. Tu me manques. Pas ton argent, mais ma grande sœur. Est-ce qu'on peut se voir? Juste un café? J'aimerais connaître mon neveu. » J'ai lu la lettre assise sur mon balcon, au soleil. Il y a 5 ans, cette lettre m'aurait fait pleurer de joie. J'aurais couru la retrouver. J'aurais sorti mon chéquier pour l'aider. J'aurais voulu croire qu'elle avait changé. Mais j'ai relu la phrase, « Maman et papa sont devenus impossibles à vivre. » Elle ne revenait pas vers moi parce qu'elle m'aimait. Elle revenait parce que ses autres sources, nos parents, étaient taris et toxiques. Elle cherchait une nouvelle issue de secours. Elle cherchait une nouvelle hôte. J'ai pris un briquet. J'ai brûlé la lettre dans le cendrier. J'ai regardé le papier noircir, se recroqueviller et devenir cendre. Je n'ai pas répondu. Le silence est une réponse. C'est même la réponse la plus puissante qui soit. J'ai compris que le pardon n'oblige pas à la réconciliation. J'ai pardonné à Océane d'être qui elle est, une personne brisée et égoïste. Je lui pardonne, parce que garder de la haine, c'est boire du poison en espérant que l'autre meure. Mais je ne l'inviterai pas à prendre un café. Je ne lui présenterai pas Léo. Mes frontières sont maintenant des murs de forteresse, et le pont-levis est relevé définitivement. Tanguy est sorti sur le balcon avec 2 tasses de thé. Il a vu les cendres dans le cendrier. Il a compris. Il m'a embrassé sur le front. « Tu es libre ?» a-t-il dit. « Oui. Je suis libre. Et cette liberté a un goût bien meilleur que n'importe quel champagne de luxe. » Pour conclure cette histoire, j'aimerais vous dire ceci, on nous apprend souvent que la famille est sacrée. Que le sang est plus épais que l'eau. Qu'on doit tout pardonner à ses parents parce qu'ils nous ont donné la vie. C'est un mensonge dangereux. La famille n'est pas définie par l'ADN. La famille, ce sont les gens qui vous respectent. Ce sont les gens qui se soucient de vous quand vous êtes malade, pas seulement quand ils ont besoin de payer une facture. La famille, c'est ceux qui célèbrent vos victoires sans jalousie et qui pleurent vos peines sans les minimiser. Si vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous êtes le bouc émissaire, la vache à lait ou l'enfant invisible, sachez que vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de garder votre argent. Vous avez le droit de passer Noël seul avec un plateau télé plutôt qu'entouré de gens qui vous font sentir seul. Vous avez le droit de couper les ponts, même avec ceux qui vous ont mis au monde, s'ils vous détruisent. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. C'est de l'hygiène mentale. J'ai perdu mes parents et ma sœur, c'est vrai. Mais je me suis trouvé moi-même. Et j'ai trouvé une vraie famille avec Tanguy et Léo. L'échange en valait la peine. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était une histoire difficile à raconter, mais nécessaire. Si cette histoire a résonné en vous, ou si elle vous a donné le courage de poser vos propres limites, s'il vous plaît, mettez un « j'aime » sur cette vidéo. Ça aide énormément la chaîne. Et surtout, partagez votre propre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille?
Avez-vous déjà été utilisé financièrement? Votre témoignage peut aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul ce soir. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires de résilience et de vérité. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous, votre valeur ne se mesure pas à ce que vous donnez aux autres, mais au respect que vous vous accordez à vous-même. À bientôt.